Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission Tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, on est en tête à tête avec Pascal Caïdor. Euh, c'est un personnage qui m'a impressionné. J'ai fait ma littérature et je vois que c'est un parcours impressionné. Je me suis dit, pourquoi ne pas en discuter avec elle? Elle est aujourd'hui vice-présidente. Je vais laisser à d'abord Madame Caïdor de se présenter. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Emmanuel. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis contente de pouvoir discuter avec vous de mon parcours et un peu de ce que je fais à l'Université de Montréal. Je me présente, je suis professeure en fait en communication organisationnelle, aussi nouvellement responsable du micro-programme de deuxième cycle en études des mondes noirs africains et caribéens. Donc, un nouveau programme qu'on a mis sur pied. Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure. J'ai- Nouvellement aussi nommée vice-doyenne associée pour les questions d'équité, diversité, inclusion et relations avec les premiers peuples. Je fais aussi de la recherche, je fais aussi de la recherche sur l'équité, la diversité et l'inclusion, et je travaille beaucoup avec les OBNL aussi qui desservent les communautés noires, particulièrement dans la région de Montréal, donc développer un peu leur stratégie au niveau communication. Ça, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes en ce moment. Mais en termes de parcours, est-ce que vous êtes né au Québec? Oui, moi je suis née au Québec, à Montréal, de parents haïtiens, qui viennent Port-au-Prince, Jérémie, des parents qui ont immigré dans les années 70. Voilà, La ils première. ont immigré ici, puis nous, c'est ça, on est trois enfants chez moi, on est nés ici à Montréal. Ouais. Et qu'est-ce qui a motivé ce parcours? C'est-à-dire, quand je dis ce parcours, vous avez réussi à passer à travers beaucoup de choses, comme beaucoup d'enfants immigrants. Euh, Cet intérêt pour le monde noir et la Caraïbe, qu'est-ce qui le motive? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est en partie une quête identitaire parce que justement, le fait que je sois née ici, on n'est pas aussi peut-être proche de nos racines qu'on le voudrait. Par les parents qui nous ont transmis quand même la culture haïtienne à travers les valeurs, à travers la nourriture, simplement, la musique, etc. On a été baigné en fait en quelque part dans la culture haïtienne par nos parents, mais en même temps, on est né ici, on a des racines ici aussi. Donc, la conciliation parfois des deux est pas nécessairement évidente pour ma génération, puis génération future. J'ai aussi des enfants, on voit aussi là, les conflits identitaires de ce côté-là. Donc, je pense que la quête identitaire de savoir d'où je viens en fait. M'a vraiment, je pense, allumé à essayer d'intégrer plus des savoirs noirs, je dirais, à l'Université de Montréal. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, ah, mais tu sais, il y a peut-être quelque chose qui manque. Tu sais, il faudrait, tu sais, qu'il y ait une plus grande, je dirais, présence des savoirs noirs, de ce que les intellectuels noirs aussi ont fait. Avec un groupe de travail, on s'est un peu penché sur ces questions-là. Et de fil en aiguille, on a réussi à mettre sur pied ce micro-programme de deuxième cycle qui permet de réfléchir justement à des questions identitaires, mais aussi des questions liées à la discrimination, au racisme, etc., qui sont, je pense, des questions très intéressantes et pertinentes dans le contexte actuel, là où on vit beaucoup de polarisation, beaucoup de remise en question aussi des droits des minorités, etc. Je dirais en partie une quête identitaire, mais aussi une quête de justice sociale qui m'a beaucoup motivée à voir comment on pourrait formaliser dans un programme d'études, en fait, l'histoire, l'expérience aussi, voilà, des mondes noirs caribéens et africains également.
On va revenir sur le cours un peu plus tard, puisque moi, je suis particulièrement intéressé moi-même quand j'ai vu ce cours à l'Université de Montréal. On parlera du cursus et du contenu. Mais revenons à Pascal et à cette nomination à la vice-présidence. Qu'est-ce que ça a demandé? Qu'est-ce que ça représente, Pascal? Parce que je ne suis pas venu vers vous seulement parce que je suis fasciné par votre parcours, mais c'est aussi me dire, c'est quand même une des rares personnes de communauté ethnique à être à ce poste, à arriver à ce poste, pour ne pas dire que vous êtes pratiquement la première vice-présidente de communauté ethnique. Oui, mais là, l'historique, je vais pas m'avancer, mais oui, je crois quand même qu'il y en a pas beaucoup, en tout cas, qui accèdent en fait à ce type de poste. Et ben, je le prends avec toute humilité aussi là, parce que bien sûr, on veut changer les choses. J'ai aussi ma vision un peu de l'université idéale que j'aimerais à travers ce poste pouvoir un peu concrétiser à travers l'intégration des savoirs noirs, les savoirs autochtones aussi. Mais aussi, ce qui est important peut-être de voir, c'est que ben, il y a quand même, c'est ça, cette ouverture, cette volonté aussi. On voit quand même des universités de s'aligner aussi avec je dirais la clientèle, parce que bon, de plus en plus, on recrute quand même des étudiants à l'international, dans les pays africains, caribéens, etc. Et il faut qu'ils se sentent un peu reconnus aussi. Donc, je pense que ça vient à la fois d'une volonté aussi de l'université de avoir une plus grande représentation, ne serait-ce que dans le matériel pédagogique, mais aussi finalement dans des espaces décisionnels où je crois que des personnes, bon, comme moi par exemple, peuvent amener une perspective qui est différente. Et ça, je trouve ça quand même intéressant de voir bon, cette ouverture, ce virage vers la recherche peut-être de perspectives justement qui vont parfois challenger un peu en bon français là, le statu quo, mais qui vont permettre de faire avancer en fait l'université. Donc, je crois beaucoup au changement, au progrès, et je pense que c'est ça. Donc, mettre justement des personnes issues des communautés marginalisées dans des positions où on a un peu plus de pouvoir, un peu plus de budget pour faire des choses intéressantes, ça permet aussi d'amener des changements concrets, d'après moi. Oui. Mais maintenant, si on regarde dans le concret, parce que quelque chose qui a retenu mon attention aussi, c'est vice-présidente élue. Est-ce qu'en termes de procédure, est-ce que ça se fait comme ça, ou bien vous avez voulu que les gens comprennent que vous n'avez pas été choisi parce qu'on veut injecter une certaine représentativité? Comment ça se déroule? C'est le mécanisme pour accéder à votre poste. Oui, donc ben, c'est une bonne question, voir un peu comment ça fonctionne. Dans le cadre de l'université, parce que bon, c'est ça, je pense qu'il y a deux titres. Il y a vice-présidente élue, bon, ça c'était peut-être une autre association, mais en termes de l'université, c'est plus vice-doyenne associée, donc c'est une nomination qui vient de la faculté en fait, qui regarde parmi en fait le corps professoral, souvent les personnes en termes de recherche par exemple, qui vont s'aligner plus avec ce profil-là. Donc, c'est vraiment une nomination où, voilà, on cherche la bonne candidate, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement d'élection, là, comme on le connaît dans le monde politique, mais j'imagine qu'il y a un certain consensus, en fait, de la haute gestion sur qui, c'est ça, devrait Le justement dossier. avoir ce poste-là. C'est sur la base de dossiers. Exactement. Donc, de dossiers. Donc, en termes de professeurs à l'université, on a certains paliers, si on veut, qu'on peut atteindre. Donc, on passe du statut d'adjoint au statut qu'on appelle d'agrégé. Donc, il faut avoir un certain nombre de publications, faire un certain nombre de communications à l'international, par exemple, etc. Recevoir des évaluations aussi des étudiants pour voir s'ils nous apprécient ou non. Et une fois qu'on passe ce qu'on appelle l'agrégation, bon, on a des possibilités de s'investir un peu plus au niveau du leadership de l'université, si on veut. Et c'est un peu sur la base de ce dossier-là qu'on accède, je dirais, à des positions plus importantes.
Tout à l'heure, quand je vous ai demandé de vous présenter, vous l'avez fait très rapidement et je crois que c'était essentiellement par rapport à l'université et c'est un peu ce qui explique mon glissement tout à l'heure sur la question de la vice-présidente. Je vais vous redemander, Pascal, expliquez-nous un peu votre parcours au-delà de l'université. Au-delà de l'université, oui. En fait, c'est un parcours assez atypique, là, je dirais, parce que c'est ça, j'ai pas une trajectoire linéaire où, voilà, je suis sortie du baccalauréat, faire la maîtrise et le doctorat et finalement devenir professeur. Donc, j'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années dans les entreprises publiques, privées, entre autres à l'Agence spatiale canadienne avec les astronautes canadiens. Donc, j'avais travaillé plusieurs années administration, communication. Et c'est quand finalement j'ai eu une piqûre un peu pour la recherche universitaire que j'ai décidé de retourner aux études. Donc là, je suis retournée aux études, j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, sans nécessairement avoir l'intention de devenir professeur. Je dirais que c'est pas nécessairement ma première idée, c'était vraiment une passion pour la recherche, pour comprendre. Donc moi, je suis un peu un rat de bibliothèque aussi, donc j'aime beaucoup, beaucoup lire depuis que je suis toute petite. J'ai quand même des milieux assez défavorisés, mais j'avais toujours un livre à la main. Donc ça, c'était vraiment ma marque de commerce. Donc j'aimais énormément la lecture. Donc je crois que cette piqûre pour la recherche, la découverte, l'avancement des connaissances aussi, a fait en sorte que j'ai voulu pousser en fait mes études, donc un retour aux études. Et c'est de là en fait que j'ai pu travailler dans le domaine de l'équité, la diversité et l'inclusion et finalement devenir professeur à l'université. Ben sinon, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé comme courtier immobilier. Donc, j'ai vraiment comme un parcours assez éclaté. Donc, j'étais un peu une touche à tout, là, je dirais. Là, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Mais c'est vraiment la recherche et le travail à l'université qui a pu un peu concilier, je dirais, tous mes intérêts. Euh, et là, je dirais, bon, pour les prochaines années, je pense que je vais continuer dans cette voie-là. Vous êtes là pour rester. Oui, on espère, on espère. Je voulais que Pascal complète un peu le parcours très rapidement parce que ce que j'ai vu, c'est encore beaucoup plus que ça. Et vous êtes vice-présidente de la National Communication Association. Oui, exactement. Donc, il est basé aux États-Unis. C'est en fait, une association, oui, je dirais américaine nationale, mais beaucoup américaine. Et à chaque année, il y a des conférences annuelles qu'on organise. Et à ce moment-là, bon, c'est ça, j'ai été élue pour aider en fait au niveau du leadership de l'association, plus particulièrement dans la division communication, relations publiques. Donc, à ce moment-là, c'est une implication pour réunir en fait les communautés de chercheurs qui s'intéressent à la communication. Donc, je dois aller aux États-Unis quelques fois par année pour justement donner une orientation à l'organisation, pour organiser aussi la conférence annuelle. Puis voilà. J'ai compris l'intérêt pour le monde noir à travers ce cours que vous avez initié à l'Université de Montréal, mais est-ce que quelque part vous avez un rapport spécifique, particulier, une implication au niveau de votre communauté d'origine? Au niveau de ma communauté d'origine, c'est sûr que j'essaie beaucoup de m'impliquer au niveau beaucoup des OBNL, je dirais, les organisations sans but lucratif, Mhm. parce que je trouve qu'ils font des choses merveilleuses vraiment sur le terrain, puis c'est vraiment eux qui ont cette proximité aussi avec la communauté. Et ce que je me rends compte en ayant des enfants et en vivant dans les banlieues, parfois qui sont un peu éloignés de Montréal, c'est que cet esprit communautaire est quand même difficile à garder. Parfois, on les amène à Montréal, la perle retrouvée, ou tu sais, pour essayer un peu de s'imprégner justement là, de tout notre bagage culturel. Mais je me rends compte que ça demande quand même, voilà, un effort de plus que peut-être qu'on n'avait pas à faire quand on était jeune parce que justement on vivait à Montréal, on était au centre, on avait tous les organismes sans but lucratif, on avait les centres communautaires où on allait régulièrement, etc. Et je me rends compte que c'est un peu plus difficile maintenant, donc pour eux là, d'être capable justement de avoir ce contact privilégié avec le monde de la communauté.
Donc, c'est une réflexion que j'ai, donc d'où l'intérêt aussi de créer ces espaces-là, en fait, où est-ce qu'on peut se connecter, en fait, à justement nos origines. Je pense que c'est très important de comprendre d'où on vient, savoir, voilà, où on veut aller aussi. Donc, je chéris, en fait, cette partie de moi et j'essaie de la transmettre aussi à mes enfants maintenant. La communicatrice en vous, l'experte. Je pose la question à l'experte. Est-ce que quelque part, Pascal, c'est pas les évolutions en matière de communication, de technologie, qui pourraient expliquer cet éclatement-là, cette distance entre les générations, puisque vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, une transmission du savoir oral de la culture de cette communauté. Est-ce que les communications facilitent ou représentent pas un blocage, mais un point de ralentissement par rapport à ce rapprochement? Euh, c'est sûr que c'est une bonne question parce que la technologie, ben, on le voit, ça a quand même pour effet d'isoler en fait les personnes qui ont peut-être moins l'envie de se retrouver en groupe et si on compare justement de liens culturels par exemple, donc juste le fait d'aller se retrouver un vendredi soir au centre communautaire, parfois pour les générations qui utilisent beaucoup par exemple les réseaux sociaux etc. Donc ça va être moins intuitif pour eux d'aller vers ce type d'activité. Donc, ils vont en plus avoir tendance à vouloir faire des contacts en ligne, à vouloir échanger en ligne, etc. Et je crois qu'effectivement, la technologie, si on fait pas attention, ben ça peut créer un certain isolement en fait. Donc, je crois que faut prendre quand même cette prise de conscience-là. Pas uniquement les jeunes, aussi les plus vieux, je crois, qui utilisent aussi beaucoup les technologies, où on a l'impression, en fait, d'être connecté à beaucoup de personnes, mais les vrais liens sociaux, finalement, se font pas nécessairement. Donc, je pense que c'est important, quand on parle du lien communautaire, de pas négliger justement ces rencontres en personne où on échange, où on mange ensemble, etc. Donc, je pense que ça fait quand même toute une différence. Oui. Je reviens maintenant au cours à l'Université de Montréal, parce qu'il y a une chose qui a retenu mon attention quand vous avez parlé euh, je caricature, de déficit d'information et par rapport à la culture et au savoir noir. Ça veut dire quoi dans le concret, Pascal? Euh, oui, donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même bon, une masse critique de chercheurs noirs dans le milieu universitaire au Canada, par exemple. Mais si on regarde bon, de manière intersectionnelle aussi, là, par exemple, les femmes noires ben, sont moins citées, par exemple. Donc, ce qui veut dire que leur recherche va être moins reprise par d'autres chercheurs pour continuer en fait le, le- les connaissances. Donc, le fait d'avoir des nouvelles connaissances, ça vient justement du fait qu'on est capable de se baser sur des recherches antérieures. Puis on se rend compte, par exemple, que les femmes noires sont beaucoup moins citées. Donc, déjà là, leurs travaux sont moins présentés en salle de classe. Quand on pense à l'élaboration d'un plan de cours, souvent on va recommander des lectures aux étudiants, puis on se rend compte que ben, justement les personnes noires, les femmes en particulier, vont être moins présentes sur les plans de cours, etc. Donc ça c'est quand même important parce que ça rend invisible en fait un travail important, par exemple que font ces femmes-là. Pascal, Oui. donnez-nous un exemple de cette, entre guillemets, injustice par rapport Oui, ben, je donne un exemple très au corps. concret dans mon domaine de communication, relations publiques. Donc, quand on enseigne, par exemple, les théories de relations publiques, on va, par exemple, présenter dans le plan de cours les théoriciens qui finalement sont un peu les incontournables du domaine. Et souvent, ben, ça va être des hommes blancs qui, justement, ont fait des recherches là-dessus. Pourtant, il existe d'autres recherches qui viennent justement des communautés qui sont plus racisées, etc.
et on va pas nécessairement utiliser leur texte pour présenter aux étudiants, par exemple, d'autres perspectives. Donc, ce qui fait que le curriculum qui est présenté, qu'on appelle le curriculum formel, euh, est pas diversifié. Et finalement, c'est toujours les mêmes auteurs qui sont repris, qui sont présentés, etc. Et ça cause un problème de perspective où l'école devient très, je dirais, américano-eurocentrée et on oublie les perspectives alternatives qui nous viennent par exemple du continent africain, etc. Donc, ce programme a un peu pour but de rendre visible l'invisible. Donc c'est beaucoup des travaux qui sont invisibles, qui sont pas rendus visibles justement par pas de manière nécessairement consciente, hein, c'est pas comme les professeurs disent, ah, ben moi je vais exclure ça, etc. Mais parfois plus par habitude, je dirais. Donc l'habitude de dire, ben voilà, par exemple, cette discipline est toujours enseignée de cette même manière-là dans toute l'université du Québec avec tels auteurs qu'on va justement mettre de l'avant alors qu'il existe en fait des perspectives alternatives aussi qu'il faut mettre de l'avant. Donc, on a beaucoup de travail à faire justement pour rendre nos disciplines diversifiées. Donc, discipline, ça peut être les communications, ça peut être la philosophie, ça peut être la sociologie, peu importe. Mais comment on arrive à diversifier en fait ce curriculum formel, ça devient vraiment une question importante. Oui, mais ce que je vois, ce que j'ai pu constater, c'est au-delà des questions de communication en tant que telle, Hmm. de recherche, etc., dans le cursus, je Oui. vois qu'il y a également des questions culturelles, structure politique. L'objectif du cours va au-delà d'une démarche, entre guillemets, intellectuelle de reconnaissance. Effectivement, donc c'est un programme complet qu'on appelle micro-programme de 15 crédits. Donc, on a deux cours de fondement pour vraiment que les gens se familiarisent avec les études qu'on appelle les Black Studies dans le milieu anglophone, que nous, on a appelé études des mondes noirs. Donc, pour avoir une traduction peut-être un peu plus, qui représente un peu plus le milieu francophone. Donc, on n'avait aucun programme en français qui traitait des questions qu'on appelle les Black Studies. Donc, c'est comme une première quand même au niveau, je crois, de l'Amérique du Nord, si je me trompe pas, mais au moins du Québec. Et on a un cours vraiment qui montre un peu c'est quoi les fondements de la pensée critique. En fait, toute une pensée critique qui nous viennent des intellectuels noirs qui ont beaucoup travaillé à rendre visibles justement certaines injustices épistémiques, par exemple, etc. Donc, je pense que c'est une des visites du programme aussi. Donc, c'est ce côté un peu plus base théorique et un côté aussi, un cours de cycle de conférences où on va inviter en fait des conférenciers, conférencières qui viennent du terrain à ce moment-là. Donc, il y a des OBNL qui viennent aussi du milieu artistique. On a une volonté aussi de réunir les acteurs de la société civile et de co-construire avec eux aussi ce programme-là. C'est-à-dire de voir c'est quoi les préoccupations des communautés noires au Québec et comment on peut rendre ça aussi plus visible dans un programme formel universitaire qui amène à une diplomation. Donc ça, c'est aussi une des visées du programme et on organise, bon, justement, je pluguais un peu mon événement, mais le 29 août, on organise un grand lancement en fait du programme pour réunir en fait tous les gens qui seraient intéressés à s'impliquer. Donc c'est pas juste des universitaires, aussi des étudiants, des gens de la société civile, des gens qui viennent des médias, etc. Donc ils viennent en fait co-construire avec nous en fait un programme, mais on veut beaucoup plus. On veut une programmation, on veut, c'est ça, on a des grandes ambitions pour tout ça. Ouais. Est-ce que, Pascal, ce besoin, parce que votre démarche part d'un besoin, est-ce que ce besoin, des fois, vous ramène à un parcours qui a été difficile en termes d'adaptation? Super bonne question, effectivement. C'est pas un parcours très très facile parce on évoluait un petit peu dans deux cultures avec des codes aussi qui sont quand même assez différents. On était
j'étais confrontée aussi à beaucoup d'actes racistes, que ce soit à l'école, en milieu de travail, etc., sans nécessairement en prendre pleinement conscience. Donc peut-être de manière à me protéger aussi comme enfant, comme adolescente, aussi un peu plus tard. Mais effectivement, c'est quand même une trajectoire qui a été marquée par beaucoup d'exclusion et d'intimidation. Donc j'ai quand même vécu, que ce soit à l'école, que ce soit en milieu de travail, etc., beaucoup de moments où on se dit, ouf, ok, qui je suis dérange beaucoup de personnes. Et on reste marqué en fait par ça. Euh, Pendant toute notre enfance, notre adolescence et en tant qu'adulte après. Il y a des Et on séquelles. se dit, mais comment on peut éviter que d'autres personnes vivent en fait ce que j'ai vécu et ça devient en fait une espèce de lutte qu'on porte aussi pour sa propre survie, mais aussi pour des générations futures. Est-ce que le plafond de verre dont on parle euh, a été plus difficile parce que vous êtes à la fois femme, noire, et est-ce que vous avez l'impression que le Québec a évolué en ce sens? Parce qu'il y a ces dernières années des débats qui reviennent, des débats qu'on essaye de contourner, d'arrondir les angles. Est-ce que vous pensez que le Québec a évolué en ce sens? Je crois qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui ont évolué si je compare à mes parents. J'écoute leurs histoires où il y avait un racisme beaucoup plus ouvert et frontal. Donc on se gênait pas dans la rue pour dire retourne dans ton pays, etc. Donc il y avait quelque chose de beaucoup plus violent, peut-être en quelque part beaucoup plus frontal. Si je me fie au récit de mes parents. Moi, je pense que j'ai vécu peut-être un racisme plus subtil et parfois, donc, qui quand même laisse des conséquences pour la personne qui le vit. Mais c'est quand même différent. Mais je trouve qu'il y a eu quand même cette ouverture où, effectivement, peut-être qu'on voit quand même un peu plus de personnes noires dans des positions de pouvoir. Au niveau politique aussi, je vois quand même beaucoup aussi de personnes noires, députées, etc. Donc, il y a quand même un changement, mais je dirais pas il y a des acquis, mais encore beaucoup de travail à faire pour arriver vraiment à une représentation juste et équitable qui fait en sorte que finalement nos préoccupations sont entendues. En fait, c'est un peu ça, en fait, qu'on veut que nos préoccupations, qui on est, nos expériences, nos histoires, soient pas effacées, mais entendues et prises en compte dans les politiques qui sont faites, que ce soit dans les universités ou autres. Donc, je pense que c'est ça qui est quand même important à la fin de l'histoire. Le modèle que vous êtes, Pascal, puisque c'est le cas, et qu'est-ce que vous conseillerez à partir de vos propres expériences à des enfants, puisque j'en rencontre à Montréal-Nord, j'en rencontre ailleurs, à des enfants d'origine ethnique, qu'est-ce que vous leur conseillerez en termes pas de conviction, mais de persistance, d'insistance pour réussir leur parcours quand ils sont découragés. Et des fois, ils sont découragés. Oui, puis moi-même, j'ai vécu beaucoup de découragement. Ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille. J'irais de continuer quand même de suivre ce qui nous intéresse. Parce que moi, c'est sûr à l'origine, on me poussait beaucoup vers les sciences infirmières. Je pense que c'est le trajet classique quand même des jeunes filles haïtiennes. Bon, parce que c'est quand même une voie qui est sûre, une voie qui est où on peut trouver de l'emploi, etc. Donc, et c'est pas quelque chose qui me passionnait à la base. Donc, j'ai dû faire beaucoup de négociations avec moi-même, avec mes parents, etc., pour faire autre chose. Puis je crois que c'est important peut-être de laisser la place aux jeunes, il faut qu'ils soient capables de faire aussi autre chose. Et je dirais justement à ces jeunes-là de essayer de voir ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous allume parce que c'est long à travailler. Donc, travailler pendant 30, 40 ans, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Donc, d'aller se trouver cette petite flamme parce que c'est ce qui va finalement nous donner la motivation nécessaire pour continuer quand on n'est plus découragé, quand on n'a plus envie de rien faire, etc. C'est vraiment cet intérêt, cette flamme pour quelque chose qui nous passionne, que ce soit la justice sociale, que ce soit les arts. Je pense qu'il faut quand même Ça, c'est très explorer. Et parfois, on a
pas nécessairement cette chance d'explorer. On est beaucoup plus dans des réflexes de survie. Euh, et je pense que c'est ça. Il faut se laisser la chance de se découvrir. Mm. Et c'est là quand je parle de personnalité fascinante, quand vous êtes arrivé, après vous être battu, à des postes de responsabilité, à des postes d'administration, etc., dans un organisme comme l'Agence spatiale, et que vous décidez de laisser tomber pour aller dans une perspective euh, pas très évidente, hein, c'est-à-dire l'enseignement, les études, etc. Ça vous a beaucoup demandé en termes pas de rupture, mais en termes de changement et Oui. d'adaptation aussi. Oui, de deuil, parce que parce qu'on doit, c'est ça, laisser tomber une position très sécuritaire, très stable, etc., pour suivre un peu ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer en fait au bout de l'histoire. Donc, je crois que je dis, il faut pas avoir peur de prendre certains risques parce que ça peut être payant quand même au bout du compte. Mais c'est sûr que si on reste trop dans sa zone de confort, ben à ce moment-là, on peut nourrir des insatisfactions ici par rapport à qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc il faut oser, je crois. Ça marche pas toujours, c'est pas toujours payant, mais quand ça marche, ben c'est ça, je pense que ça nous comble, puis ça nous permet justement de nous épanouir. Puis je pense que c'est très important. Et vous vous sentez beaucoup mieux comme un poisson dans l'eau à l'université que lorsque vous étiez dans des postes administratifs. Mais je crois que c'est une question d'impact parce que j'ai l'impression que ce que je fais a beaucoup plus d'impact. Donc, sur la société, sur les personnes que je rencontre, etc. Donc, être à une place où on peut toucher les gens et avoir un impact, changer les choses, Vous vous sentez plus utile. se sentir plus utile. Je pense que ça, c'est quand même super, super important. En tout cas, moi, c'était quelque chose qui était important pour moi. Ouais. Et tout ce que je peux dire, je redis ce que j'ai dit au début. Euh, Personnalité fascinante avec un parcours extrêmement intéressant. On va revenir, j'espère, on va revenir en détail. Ça sera une entrevue où on pourra discuter des différents aspects de ce cours que vous proposez à l'Université de Montréal, que je trouve moi particulièrement intéressant. Je serai peut-être l'un de vos prochains étudiants d'ailleurs. Ah ah! Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. C'est vraiment un plaisir vraiment de discuter avec vous. Merci pour le bon travail aussi de rendre visible justement les parcours des membres justement des communautés noires. Je pense que c'est important aussi le travail que vous faites. Merci beaucoup Merci. et à À la bientôt. prochaine. Évidemment, comme nous le disons toujours, il peut avoir des réactions sur notre page et je le dis toujours, souvent c'est avec plaisir qu'on transmet les questions ou bien que notre Parfait. invité réponde aux questions que pourraient avoir des auditeurs et téléspectateurs. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Jean-Emmanuel. Plaisir.